Je dis, moi. Ça va pas être simple. Pour commencer, une chose qui est aux yeux de Simone Veil assez rédhibitoire, c'est que les Français ne peuvent pas aimer ceux qui les dirigent. Ils s'en méfient, à juste titre. Oui. De quand Simone Veil date-t-elle le désamour profond des Français pour leurs dirigeants? Curieusement, de la fin du XIVe siècle. Putain, oui, c'est vrai. Lorsque les... En fait, la guerre de 100 ans, ça a tellement été le bordel, et il y a tellement eu de taxes et tout ça, puis il y a eu les jacqueries, puis il y a eu Étienne Marcel qui a fait la révolution, puis finalement, il a pas tué le dauphin, et donc finalement, il s'est fait trucider en retour. Ouais, bref. Les gens ont commencé à péter des câbles, hein. Les gens étaient fous, hein. Durant la guerre de 100 ans, c'était une dinguerie. Les émeutes de la faim furent violemment réprimées par le roi Charles VI, enfant, accompagné de ses oncles, qui se partageaient les impôts comme des voyous, se divisent un butin. La haine de l'État, écrit Simone Veil, qui existe d'une manière latente, sourde et très profonde en France depuis Charles VI, empêche que des paroles émanant directement d'un gouvernement puissent être accueillies par chaque Français comme la voix d'un ami. Charles VI, enfant, aidé de ses oncles, par l'usage de la corruption et d'une atroce cruauté, a brutalement contraint le peuple de France à accepter un impôt absolument arbitraire, renouvelable à volonté, qui affamait littéralement les pauvres et était gaspillé par les seigneurs. Le peuple français, courbé brutalement et d'un coup, n'eut plus ensuite, jusqu'au XVIIIe siècle, que des secousses d'indépendance. Mais en même temps, s'installa au plus profond du cœur de ce peuple une haine refoulée et d'autant plus amère à l'égard du roi, haine dont la tradition ne s'éteignit jamais. Je ne suis pas historien, je suis exégète. Pas historien, exégète. Quoi? Dans ce programme pour blagues, Quoi? pas comme Thielman, je ne suis pas historien, je suis exégète. Pas historien, exégète. Ah, il s'est fait plaisir là. Ça y est, il a reçu les critiques. Dans Paris, aux Halles, écrit encore Jean Juvénal des Ursins, le percepteur vint exiger la taxe à une vieille femme qui vendait du cresson. Elle se mit à crier et plusieurs personnes se jetèrent sur l'agent des impôts. Aussitôt, par toute la ville, le petit peuple se souleva, prit les armes et déclencha une énorme insurrection. Plus de 500 personnes se mirent à parcourir les rues. C'est un phénomène qui n'est pas spécifiquement français. Il se déroule également ailleurs en Europe. Comme l'écrit Jules Michelet, il semblait qu'une guerre universelle commençait des petits contre les grands. Particulièrement en Angleterre, où une révolte très proche de celle qu'on a en France éclate lors de la levée d'une taxe 3 fois supérieure aux précédentes en 1381. La révolte naît lorsqu'un percepteur royal décide de se payer en nature en violant la fille du paysan Wat Tyler. Quel enfer! Wat Tyler répond en le tuant à coups de marteau. Les paysans en font leur héros. Ils sont alors entre 20 000 et 50 000 quand ils arrivent à Londres pour négocier l'abolition du servage et demandent à parler au roi Richard II. Et c'est pour ça, c'est quelle période incroyable, c'est pour ça que je trouve ça incroyable. Il y a eu la peste noire, il y a la guerre, il y a les rançons de rois là, et en plus de ça, successivement, il doit faire face à des espèces de révoltes de gilets jaunes là, enfin c'est trop. Richard II accepte de en fait, tout va très très vite à l'époque. Il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de morts, c'est presque, tu te demandes comment les gens ont pu, genre, survivre à l'époque. Il y a trop de morts en fait, il y a trop de guerres, il y a trop de trucs. rencontrer Wat Tyler, mais c'est un piège. C'est une partie de Rust. Wat Tyler et le roi se rencontrent à Fountain Court le 15 juin 1381. Tyler se fait tuer par derrière, comme l'aurait exécuté un petit gangster. Les rois se distinguent-ils des petits gangsters? Pas sûr. En 1819, le poète visionnaire William Blake, qui voyait en Wat Tyler une figure pré-révolutionnaire, le dessinera d'après fantôme avant d'aller mourir. Le bal des Ardents. C'était initialement une fête donnée en l'honneur d'une des demoiselles d'honneur de sa femme, Isabelle de Bavière. Une certaine Catherine, qui se marie pour la 3e fois. On en profite pour faire un gigantesque bal masqué qui puisse distraire le roi. Un charivari. C'est l'occasion rêvée de changer de partenaire. À l'instigation de son copain, Hugues de Guizet, Charles et 4 autres de leurs potes décident de faire les zouaves. Ils se déguisent en hommes sauvages, dans des costumes en lin cousus directement sur eux. Ils s'induisent de pois recouverts de plumes. Voilà, de pois. Merci Ilyes. Et de poils d'étoupe, avec des masques de même matériaux pour dissimuler leurs identités. Pour compléter le tout, ils se lient les uns les autres avec une chaîne. Puis,
Lorsque les lumières Ils se lient les uns les autres avec une chaîne, mais ils sont teubés, genre c'est une mise à mort, quoi. s'éteignent, ils apparaissent et se glissent au milieu des invités, en hurlant comme des loups, lançant des obscénités à la foule et invitant l'audience à tenter de deviner leur identité. De plus, des rumeurs commencent à circuler concernant Louis d'Orléans, fruit de la propagande bourguignonne. On l'accuse d'entretenir une liaison avec la reine, Isabelle de Bavière. Dernière stratégie signée Louis d'Orléans qui va se retourner contre lui, il modifie la composition du Conseil royal. Il réduit les 51 conseillers à 26, dont 20 alliés à lui, 4 neutres et seulement 2 pro-Jean sans peur. Ce dernier n'a plus d'autre issue que de préparer l'élimination physique de son rival, Écrichenerbe. En effet, jouant le tout pour le tout, Jean sans peur décide alors... Oui, c'est ça, parce que Jean sans peur, il va se faire baiser, il va se faire baiser, parce que s'il y a la guerre avec l'Angleterre, ils vont être en mode, bon bah on va à nouveau te casser les couilles en Flandre, on va remettre des taxes, on va rebloquer le commerce de la laine, et toi tu vas rien y gagner, quoi. Donc lui, il faut qu'il bosse pour les Anglais, il faut qu'il obtienne des traités de paix, il faut qu'il leur concède des territoires, parce que sinon, enfin voilà, lui son objectif c'est que les Anglais débarquent en France et obtiennent des territoires, parce que sinon il peut pas faire affaire, quoi. De tout simplement faire tuer Louis d'Orléans. Et pourquoi pas? Cet assassinat va nécessiter 6 mois de préparation. À la fin du mois de juin 1407, un homme qui se prétend étudiant se présente pour louer une maison près de l'hôtel Saint-Paul. Il trouve une maison abandonnée, près de l'hôtel Barbette, pas loin du croisement des actuelles rues Vieille du Temple et des Rosiers. Il s'y installe avec plusieurs complices. Ils sont menés par un escroc, dont les détournements de... Ah ouais, ils avaient carrément une maison, ils avaient un QG, quoi. Ce fonds avait été dénoncé précédemment par Louis d'Orléans, un certain Raoul d'Anctonville, recruté par Jean sans peur. Plusieurs mois d'observation sont nécessaires à la mise en place du guet-apens. Il aura lieu 3 jours après des réconciliations officielles et publiques entre Jean sans peur et Louis d'Orléans. Réconciliation accompagnée d'un serment réciproque devant l'autel et d'une communion. La mafia italienne n'a décidément rien inventé. Et le 23 novembre 1407, Louis d'Orléans est assassiné. Son assassinat, il est horrible d'ailleurs. Je crois que c'est... Les mecs arrivent et ils commencent par lui couper il lui coupe la main. Je crois qu'il le fout à terre, il lui coupe la main. Après, il commence à lui taper sur la tête. Enfin, c'est horrible. Il venait de quitter sa belle-sœur, Isabelle de Ben, on voit la main coupée ici. Bavière, à l'hôtel Barbette. Selon le religieux de Saint-Denis, il venait la consoler de la perte de son nouveau-né, Philippe. Selon Jean Juvénal des Ursins, il était venu se divertir. Donc, comme vous voyez, tout a disparu. Ici, tout ce bout de quartier là avec la rue Beautreillis, Putain, mais oui, c'est où dans Paris qui s'est fait assassiner alors le gars là? la rue Charles V, la rue des Lions-Saint-Paul, c'était l'endroit de l'hôtel Saint-Paul. C'est là où le roi Charles V avait décidé d'installer le château du roi et où son fils, l'infortuné Charles VI, a vécu toute sa vie de roi. Ah Donc, ouais? les 30 ans de sa folie sont passés ici. Le cœur de l'action de tout l'épisode se situe dans une poignée de rues les unes collées aux autres et où a disparu presque toute trace de la présence de ces événements. Certes, c'était il y a longtemps, mais je pense qu'il y a, consciemment ou inconsciemment, le désir d'oublier cette histoire qui est une histoire honteuse. L'épisode de la guerre civile, il est injustifiable. À aucun Putain, mais j'ai trop envie d'être à Paris. Moi, j'ai envie qu'il me raconte tout ça, moi. niveau. Alors Incroyable, là, on se hein. retrouve Vous comprenez maintenant le plaisir d'être avec Vieux Man dans Paris, là? exactement ici où c'est le Le fou du bus qui te raconte l'histoire de Paris. des 260 enfants. C'est à peu près là où a été assassiné à coups de hache Louis d'Orléans. Donc c'est le point de départ Ok, c'est là. de la guerre des Armagnacs et des Bourguignons. Le Paris le plus ensanglanté qu'on a connu. Et tout part d'ici, C'est là? du moment où, pour régler un conflit politique entre deux personnes, Jean sans peur a choisi la voie la plus courte, c'est-à-dire assassiner son rival. Ces taureaux étranges qui sont là, et qui sont maintenant sur une école, étaient sans doute initialement, d'après les recherches que j'ai faites, liés à un abattoir. Mais alors, c'est déjà bizarre de mettre des taureaux de sacrifice assyrien sur un abattoir. Donc je ne sais pas pourquoi on a ces taureaux. Mais ces taureaux, ils regardent bien là où, a priori, le crime de Louis d'Orléans a eu lieu. Ah, les associations mystiques qu'il fait. Ça donne une charge symbolique encore avec les couches d'histoire successives de Paris. Ils ont mis 6 mois à organiser ce crime pour qu'il soit pas
qu'il soit pas chopé, il est chopé en 24 heures. Parce que la grande idée, c'est de jeter des pièges derrière eux pour pas être attrapé trop vite. Et ces pièges, ça fait un chemin. Voilà. Mais oui, c'est débile. Alors, c'est comme dans Mario Kart, si tu mets des bananes derrière toi, bah on sait que t'es passé par là, ça ne fonctionne pas. la troupe de petits Après ça marche pas parce que c'est juste un parcours, bref. rigolos, là, le bande de tueurs qui se sont débarrassés de Louis d'Orléans à la hache. Ils sont partis à cheval. Ils sont partis à cheval depuis ce qu'on a vu là au coin de la rue Vieille du Temple. Et ils sont partis à cheval en jetant derrière eux des pièges pour qu'on les rattrape pas, mais qui ont permis d'identifier leur chemin. Donc dès le lendemain, on a su où ils étaient allés. Ils sont allés ici. C'est sans doute le lieu d'où est parti le plus de décisions atroces. Ok. Prison anglaise. Il va faire de la poésie. Il a passé toutes ces années à écrire des ballades. Il écrira désormais des rondeaux. Il va même ouvrir un cercle dans sa cour de Blois où il accueille des poètes. On sait qu'il fera un bon accueil à François Villon, un des plus grands poètes de tous les temps, qui s'y rendra à 2 reprises, à qui Charles offrira, semble-t-il, non seulement l'hospitalité, mais également une pension. Comment s'entendait François Villon, né en 1431, un ancien étudiant parisien devenu hors-la-loi, poursuivi pour avoir tué accidentellement un évêque au cours d'une risque de rue un soir de fête, condamné au gibet puis gracié, et le duc Charles d'Orléans, né en 1394. Aucune idée. Mais Villon, pourtant pas avare de traits sarcastiques, l'aura, semble-t-il, sans ironie. Mais non, pas François Villon. Doux seigneur, qui lui a donné un peu d'argent et sa protection. Ils ont tous deux connu la prison, c'est vrai, mais c'était pas la même. Celle des seigneurs pour Charles d'Orléans, et celle des pauvres gueux pour François Villon, qui écrira « Nous connaissons que ce monde est prison ». Peut-être ont-ils été réunis par la sensibilité. Quelque chose qui permet de dépasser les déterminations de classe, l'arbitraire de la naissance, les aléas de l'existence. Ah, la narration est dingue. Hein. En fait, il fait de cette rencontre parce que moi, j'ai été lire un peu des trucs sur François Villon. C'est pas raconté comme ça. Cette sensibilité qu'avait le roi vis-à-vis de son emprisonnement, du fait d'avoir perdu tous ses proches, qu'on les mariait, qu'on les foutu en tôle, qu'on les ramenait. Tu vois, lui, il s'est juste égaré dans la poésie, puis il tombe sur un mec du peuple, un mec qui est un assassin, parce qu'il a tué un évêque. Il tombe sur un mec qui a aussi fait de la prison, il lui permet d'être gracié, et ils font de la poésie ensemble, en mode ils sont potes, quoi. Qui font de vous un héros. Magnifique, hein. Mais ça dit toute l'époque, hein. Un aristocrate aussi puissant que Charles, préférait de faire de la poésie avec son pote Prolo, parce qu'ils avaient une sensibilité en commun. Enfin, c'est magnifique. Un vilain. Ils ont été réunis par la conscience de la faiblesse des constructions humaines et de cette victoire absolue de la faiblesse qu'est la poésie. On peut aimer Charles d'Orléans, poète de grâce infinie, comme disait de lui Marcel Schwab. On peut aimer François Villon encore plus. Comme dit encore Marcel Schwab, mais de Villon cette fois, dans un siècle où la force, le pouvoir et le courage avaient seuls quelques valeurs, il fut petit, faible, lâche. Petit, faible, lâche. C'est le peuple. Mais génial. C'est le peuple. François Villon est l'inventeur d'une sensibilité qui, à la différence de celle de Charles d'Orléans, dépasse la sentimentalité, ses conventions et ses clichés, et réussit à se diffuser à travers une description concrète des misérables et des prostituées. Oui. Ce bordel où nous tenons notre état. Une sensibilité qui s'exprime par ce grand rire face à notre détresse qui console mieux de la mort. Il a fréquenté tous les milieux, des plus hauts aux plus bas, et il sait parler la langue de tous, celle des universitaires comme l'argot des voyous. Il utilise tout ce qui est à sa disposition pour railler ces illusions dont il est revenu. Folles amours font les gens bêtes. Salomon en idolâtra, Samson en perdit ses lunettes, bienheureux et qui rien n'y a. Et dans les laits, dans le testament, comme dans l'épitaphe de Villon, il invente une esthétique de la misère et du malheur moral, où transparaît sempiternellement la puissance égalitaire, mais terrible, de la mort. Je conçois que pauvre et riche, sage et fou, prêtre et laïc, noble, vilain, large et chiche, petits et grands, et beaux et laids, dames à rebrasses collées, de quelconque condition, portant atours et bourrelets, morts saisis, sans exception. Cette poésie de pendus dansant au bout d'une corde, née à la même époque que la première danse macabre, peinte sur le cimetière des Saints Innocents à Paris,
où la mort emporte le pape comme le pauvre paysan. Cette poésie n'aurait sans doute pas pu naître dans un autre contexte que celui-ci, marqué par la famine, les guerres, la peste et l'occupation. Elle n'aurait sans doute pas pu apparaître sans le besoin d'une consolation sans illusion, sans mensonge, dans une existence faite d'espoir, sempiternellement taillant. Nous ne sommes pas là. Nous sommes encore en 1420 et Paris est devenue anglaise. Ruinée, dévastée, minée par la faim et Oui, l'absinthe, oui. la peste. Ça a été l'horreur depuis Le fou du bar. 50 ans. Ça va être encore pire partout dans ce morceau de planète qu'on s'est habitué à appeler la France. C'est dans ce contexte qu'en 1429, une jeune femme venue de Domrémy va tenter en vain de reprendre Paris, défendue contre elle par l'infect Jean de Villiers. On a parlé de Charles d'Orléans et de François Villon. On en reparlera. Ils ouvrent une histoire de l'âme, ce livre de la vie étrange, repris et perpétué au fil des siècles par les poètes. Ils inventent une fonction qui sera reprise dans des périodes très particulières, souvent très tristes, désespérées, des périodes pendant lesquelles les poètes renversent le sentiment d'impuissance politique, l'impuissance à agir, et le transforment en puissance d'être et de ressentir. Une fonction qu'on retrouve chez tous ceux qui, comme le dit Simone Veil, ont compris ce qu'est l'amour pour la véritable beauté. C'est magnifique, hein. Sentir que les choses vraiment belles devraient être assurées d'une existence éternelle et ne le sont pas. On va désormais parler de la grande héroïne du sentiment d'impuissance politique, la personne qui ne reste pas à la place qu'on lui a assignée, mais qui va renverser le sens même du mot action, celle que vous connaissez sous le nom de Jeanne d'Arc. Let's go, allez, c'est parti. Ok. Ah, c'est l'épisode qui fera bien parler, là, je pense.